Irak, automne 2003. Un avion cargo civil décolle de l'aéroport international de Bagdad. Quelques secondes plus tard, l'équipage perd la maîtrise de l'appareil. Il ignore ce qui déstabilise son avion. Les hommes parviendront-ils à maîtriser leur mastodonte de 100 tonnes? Leur survie dépend du genre d'atterrissage forcé et risqué que jamais personne n'a réussi à effectuer jusqu'à présent. Novembre 2003, la coalition menée par les Américains a saisi la ville de Bagdad il y a 6 mois. L'armée irakienne est défaite et le président déchu Saddam Hussein est toujours en cavale. Les groupes clandestins armés sont la plus grande menace sur le territoire. Ils visent les civils irakiens et étrangers. Pour déstabiliser le pays et peut-être déclencher une guerre civile, ils ont saccagé les réserves militaires pour s'emparer des armes d'infanterie, même les missiles sol-air. Bagdad est un endroit extrêmement dangereux. À l'aube, en banlieue de la ville de Bagdad, Claudine Vernier-Paliès, journaliste pour l'hebdomadaire Paris Match, et son photographe Jérôme se préparent pour un rendez-vous secret avec des terroristes irakiens. Comme tous les autres journalistes, elle veut savoir qui sont ces terroristes et quelles sont leurs revendications. La veille, elle avait rencontré leur chef dans une chambre d'hôtel, un certain Abou Abdullah, dont personne ne connaît la véritable identité. C'était de toute évidence un type très très déterminé d'aller jusqu'au bout pour montrer aux Américains qu'ils voulaient plus d'eux, ou en tous les cas plus d'eux sous cette manière militaire. L'aéroport international de Bagdad joue un rôle clé dans la mission des Américains. Les avions militaires s'y rendent quotidiennement pour acheminer des provisions aux militaires et aider à reconstruire le pays ravagé par la guerre. Pour contrer la menace terroriste, l'armée américaine a établi une zone de sécurité autour de l'aéroport, surveillée par des hélicoptères Apache. Sur le tarmac se trouve l'un des rares avions civils à atterrir à l'aéroport, un Airbus A300 du service de messagerie DHL. Son mandat est d'acheminer le courrier des soldats. Baghdad Tower, Oscar Delta Lima Lima, Airbus A300 cargo, airplane with information Sierra, request start. L'armée australienne se charge du contrôle de la circulation aérienne à Bagdad. Oscar Delta Lima Lima, clear to start. Before start checklist. Start to... Le capitaine Éric Genotte, 38 ans, est un célibataire belge. Il a réalisé son plus grand rêve l'an dernier en devenant capitaine de l'Airbus A300. M245. Valve closed, EGT 610. Mario Roffaille, le mécanicien navigant, habite en Écosse avec son épouse et ses enfants. À 54 ans, il est le membre de l'équipage le plus âgé et le plus expérimenté. Il a visité plusieurs endroits dangereux. Start one. Valve open. Le copilote Steve Mickelson, un Belge de 29 ans, s'est marié il y a à peine 3 mois. Les transporteurs aériens de fret permettent aux jeunes pilotes de gagner les heures et l'expérience nécessaires pour piloter des avions commerciaux. 016 Kruger. DHL se rend à Bagdad depuis 6 mois, mais aucun de ces hommes ne gagne une prime de risque puisque l'aéroport est une oasis dans une zone chaotique et dangereuse. Pourtant, ils sont conscients du danger qui les entoure. Lorsque nous avons traversé la frontière entre l'Irak et le Koweït, l'atmosphère dans la cabine a changé rapidement. À mon avis, la tension était palpable. Que se passe-t-il? Nous allons mener une opération spéciale. Vous verrez. Je vais tout vous expliquer.
Voici un missile sol-air. Il appartenait à l'ancienne armée irakienne. Nous en avons environ 28. Nous les avons volés dans 2 différents dépôts irakiens. Nous en avons utilisé 25. Il n'en reste que 3. Ce sont des missiles à tête chercheuse thermique, capables de détecter la chaleur émise par les moteurs des aéronefs. Ce missile est de bien meilleure qualité. Nous en possédons quelques-uns. On devrait l'utiliser aujourd'hui. Il a déjà fait ses preuves. Quand? On a abattu un avion à Nasiriyah. On a tué 177 personnes. On a abattu un autre avion rempli d'Américains. On a tué 70 personnes. Personne n'en avait jamais entendu parler, ce qui m'a quand même paru un petit peu gros, parce que l'aéroport, quelque part, tout le monde le voit depuis Bagdad. Et donc, je me suis dit que ce type bluffait. Qu'allez-vous faire de ce missile aujourd'hui? On va battre un autre avion, bien entendu. Vous verrez. Les journalistes sont stupéfaits. Et si cet homme disait vrai? Ce n'est pas le scoop qu'il recherchait. S'il ne bluffe pas, il risque d'être témoin d'une hécatombe. Il est encore tôt en matinée. Un Airbus A300 s'apprête à décoller de l'aéroport international de Bagdad. Il transporte des milliers de lettres destinées aux familles des soldats américains. L'équipage ignore que quelques kilomètres plus loin, un groupe de terroristes attend impatiemment leur appareil. Oscar Delta Lima Lima, cleared for takeoff. Take-off. L'Airbus A300 est un ancien avion commercial de 24 ans converti en avion cargo. Il effectuera sa première escale à Bahreïn, dans le golfe Persique. L'appareil effectue ce voyage 2 fois par jour. 100 knots. V1. Rotate. V2. Positive climb. Malgré la quiétude de la cabine, l'équipage est conscient qu'il est vulnérable à une attaque provenant du sol s'il se trouve à moins de 3000 mètres d'altitude. Jusqu'à présent, aucun missile sol-air n'a frappé un aéronef en Irak, mais tout le monde sait que les terroristes possèdent de telles armes. Au moment du décollage, l'ambiance est toujours un peu bizarre et tendue, puisque nous savons que nous sommes en danger tant que nous n'avons pas atteint une altitude de 3000 mètres. Gear up. Gear up. No lights. Entre-temps, Abu Abdullah, le chef des terroristes, semble avoir repéré l'endroit idéal. Il nous avait demandé avant de garer les voitures en épi afin que tout le monde puisse partir, se disperser chacun de son côté. Et c'est là où on aurait dû comprendre qu'effectivement, c'était plus du bluff. Les journalistes sont terrifiés. Impossible de quitter les lieux. Ils sont pris au piège. Voici une vidéo tournée par les terroristes. Ils la livreront aux médias à Bagdad le lendemain. What's that? We've lost green and yellow. Green and yellow. Nous avions 3 circuits hydrauliques, identifiés par couleur. Vert, jaune et bleu. Les avions à réaction dépendent de circuits hydrauliques. Le fluide hydraulique coule dans des tubes répartis un peu partout dans l'appareil. Lorsque les pilotes manient le manche, les pistons acheminent le fluide dans les tuyaux pour permettre la montée, la descente ou le virage de l'appareil.
Sans circuit hydraulique, il est impossible de maîtriser l'appareil. Le missile a explosé dans l'aile. Ses tuyaux remplis de fluide hydraulique se vident. C'est comme si un conducteur de voiture venait de perdre son volant sur l'autoroute. What do we do? What do we do? What we do? Qu'allons-nous faire? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais aucune réponse à lui offrir. La question était beaucoup trop difficile. Il fallait absolument que l'on fasse quelque chose. J'ai demandé l'avis du capitaine. Sur le coup, il nous a dit de faire demi-tour. Un avion à réaction peut fonctionner malgré la défaillance de l'un des circuits hydrauliques, peut-être même de deux. Mais si les 3 circuits ne fonctionnent plus, aucune des commandes ne répondra. Blue is good. I think we hit something. Blue is gone. We've lost all hydraulics. Aucun circuit hydraulique ne fonctionne. L'appareil dégringolera dans quelques minutes. Toutes les procédures que nous avions apprises au fil des ans ne servaient à rien. On devait rester calme et faire preuve de bon sens, tout en se fiant à notre expérience. On devait analyser chaque option, mais aucun manuel et aucune procédure ne pouvaient nous aider. That DHL is in trouble. He's on fire and he's turning back. Scramble the fire engines, have Medivac on standby. Les manches sont inutiles. Sans circuit hydraulique, ils ne sont plus reliés à l'appareil. Dans une telle situation, lorsque tous les cadrans indiquent 0 et que le mécanicien navigant annonce que les circuits hydrauliques ne fonctionnent plus, il est normal d'être terrifié. Nous l'étions tous. Nous avions très peur et nous ne maîtrisions plus l'appareil. Celui-ci a grimpé jusqu'à 3700 mètres d'altitude. L'appareil se comporte étrangement. Il grimpe jusqu'à près de 3800 mètres d'altitude, puis commence à dégringoler par lui-même avant de grimper de nouveau. It will not fly. Back. Ce manège continue. Impossible d'y mettre fin. L'équipage n'arrive pas à contrôler les mouvements de l'appareil. Pourtant, il doit reprendre la maîtrise du mastodonte pour atterrir. Je regrettais amèrement d'être allé en Irak. Je savais que la situation était dangereuse. Comment allais-je me sortir de ce pétrin? I play with controls. Reduce thrust. En déplaçant les manettes de poussée de tous les côtés, ils pourront peut-être reprendre le contrôle de l'appareil. C'est la seule idée qui leur vient en tête. Puis, j'ai décidé de relever le défi. J'ai fait demi-tour. Aucun manuel ne mentionne ce genre de situation. Tous les manuels, toutes les procédures étaient inutiles. We have engines. We can use the thrust. Il ne leur reste que 2 moteurs en bon état. Mais comment piloter et atterrir sans manette? Aucun autre appareil n'a jamais atterri sain et sauf en se fiant simplement à ses moteurs.
En voici la preuve. En août 1985, un Boeing 747 de la compagnie Japan Airlines a atterri en catastrophe quelques minutes après son départ de Tokyo. La cloison arrière a éclaté, entraînant avec elle la majeure partie de la dérive et sectionnant tous les conduits hydrauliques. Sans circuit hydraulique, les pilotes étaient impuissants. L'appareil et ses 524 passagers survolaient les montagnes du Japon. L'avion vacillait dans les airs et les pilotes étaient incapables de le maîtriser. C'est un vrai miracle que les pilotes aient pu rester dans les airs pendant une demi-heure, même après avoir perdu tous les circuits hydrauliques. L'appareil a décrit un cercle autour des montagnes jusqu'à ce qu'il les percute. Il était impossible d'atterrir. Les pilotes priaient pour un miracle, mais en vain. Le Boeing 747 s'est écrasé dans les montagnes. Il s'agissait du pire accident impliquant un seul appareil de l'histoire de l'aviation. 520 personnes ont perdu la vie. Les pilotes japonais se sont écrasés tragiquement. Le même sort guette-t-il l'équipage de l'Airbus DHL? Il lui faut tout d'abord interrompre les secousses de l'appareil. L'appareil a tendance à faire d'énormes soubresauts. Il accélère en dégringolant, ce qui lui donne une plus grande portée. Puis il grimpe de nouveau, ce qui le fait ralentir et diminue sa poussée. Et ainsi de suite. Dans cette situation, il est très difficile pour les pilotes de maîtriser l'appareil. Seuls les moteurs leur permettront de maîtriser l'appareil. S'ils ralentissent la vitesse du moteur, l'appareil va piquer du nez rapidement. Par contre, en accélérant, ils pourront grimper. Mais les pilotes doivent déterminer avec certitude le moment opportun pour chaque manœuvre. Il existe un autre problème. L'aile gauche endommagée cause une traînée qui les fait tourner en rond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il est déjà très difficile de maintenir l'assiette en tangage. Mais en plus, notre poussée était asymétrique. Notre avion tournait continuellement vers la gauche puisque l'aile gauche était endommagée. Pour interrompre les soubresauts de l'appareil, les pilotes doivent manipuler les manettes de poussée tout en exploitant le moteur gauche pour compenser les dommages à l'aile qui diminuent sa portance. L'appareil bondit violemment pendant quelques minutes. Puis les pilotes maîtrisent enfin la trajectoire de vol. Jamais nous n'avons pu maîtriser l'appareil de façon permanente. Nous avons stabilisé la trajectoire de vol, mais à 3 ou 4 reprises, nous avons perdu la maîtrise de l'appareil. L'équipage réalise enfin qu'un missile a frappé l'aile gauche de l'appareil. L'Airbus est le premier avion civil à subir les contre-coups de la guerre. Je savais que l'appareil était en feu. Mon but était de faire demi-tour et d'atterrir. J'avais peur. Nous avions tous peur qu'un deuxième missile nous frappe. Leurs craintes sont fondées. Abu Abdullah, le chef des terroristes, compte abattre l'appareil de DHL. Des terroristes irakiens armés de missiles ont frappé un avion civil près de l'aéroport international de Bagdad. L'aile gauche a pris feu et l'équipage n'arrive pas à maîtriser l'appareil. Les terroristes veulent l'abattre à tout prix. Il a tiré un second missile qui a raté l'avion. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Maintenant, tout le monde s'en va » et tout le monde s'est dispersé.
On a lourdement critiqué Claudine Vernier-Paliès pour ne pas avoir interrompu l'attaque et être restée sur les lieux. Je pense que n'importe quel journaliste dans notre situation aurait réagi exactement de la même manière que nous. De même qu'on nous a reproché de ne pas avoir dit au chef, quand il nous a dit on va tirer un avion, de ne pas avoir dit à monsieur on ne veut pas, on s'en va. D'une part, si on lui avait dit ça, je pense que c'était une balle dans la tête, c'était évident. Et puis d'autre part, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il a tiré vraiment le missile, on n'a pas pensé qu'il le ferait. On a pensé qu'il continuait à bluffer. Et c'est en essayant de retrouver notre route avec le chauffeur qu'on a vu que l'avion, l'aile gauche était en flammes et l'avion tournait comme ça. C'était comme dans un film, c'était comme quelque chose d'irréel. Et c'est simplement quand on a vu l'avion en flammes qu'on a compris que l'avion ne se pilotait pas tout seul. Et qu'on a eu très peur. Je me suis dit, l'avion il peut s'écraser. Il va s'écraser. Et c'est là où on a réalisé, qu'on a commencé à réaliser, mais pourquoi ils ont fait ça? Il se trouve qu'on était là, il se trouve qu'on a été filmé, il se trouve qu'on est journaliste, il se trouve qu'on est français. Donc c'est évident qu'il nous a manipulés. Je veux dire, le temps qu'on réalise vraiment, tout est allé trop vite. C'est après qu'on a vraiment compris. L'équipage ignore l'existence du deuxième missile. Cette vidéo percutante diffusée en exclusivité a été tournée par la caméra infrarouge d'un hélicoptère américain Apache. Ces hélicoptères patrouillent régulièrement les environs de l'aéroport à la recherche de terroristes. Roger, 5-4 is observing the aircraft inbound under our sighting system. He's got, appears to be a fire on his far left engine. La caméra infrarouge repère la chaleur intense de l'incendie. Un hélicoptère volait tout près de nous. Le pilote s'est aperçu que l'incendie n'était pas dans le moteur, mais sur l'aile. Mario a demandé au contrôleur si des flammes ou de la fumée jaillissaient encore de l'appareil. Could you confirm if there's smoke coming from the aircraft or fire or anything like that? Tower Dragon Timber 5-4. You can still see smoke and flame coming from the left tip of the left wing. Okay, left wing tip, fire and smoke, huh? That's affirmative. Thank you. On se dirigeait vers l'aéroport. On pouvait le voir. Lower the gear. Can I take control? No, I have control. I have control. Lower the gear. Sans circuit hydraulique, Mario doit ouvrir les portes du train d'atterrissage et laisser les roues tomber d'elles-mêmes. Le capitaine disait que l'on devait atterrir. Il a demandé à Mario d'abaisser le train d'atterrissage, ce qui est normal dans les circonstances. Mais le geste a des conséquences inattendues. L'équipage croyait maîtriser l'appareil, mais le train d'atterrissage compromet son équilibre. Le nez pointe vers le haut et l'appareil ralentit. No, no. No, the speed. Les moteurs risquent de caler et l'appareil de s'écraser. Je ne m'attendais pas du tout à cela. L'appareil a grimpé, puis a ralenti. J'actionnais la manette et je n'en croyais pas mes yeux. No, no. L'appareil grimpe et ralentit. Les moteurs vont flancher. Le pilote doit accélérer pour piquer du nez car il risque de caler à tout moment. L'avion se serait écrasé immédiatement. You have visual on this guy? No, I'm looking right into. He's way out there. Yeah. That's gut-wrenching, man. They're up there doing everything they can. Je craignais que l'un des moteurs n'étouffe. On se serait écrasé. I think I'd rather try to crash on a runway than crash into the desert.
desert, the sand would probably put out any fire. L'équipage accélère prudemment. En abaissant le train d'atterrissage, il frôle la catastrophe. Maintenant, il maîtrise l'avion plus facilement. Par miracle, l'avion s'est stabilisé. C'est signe que la chance nous souriait ce jour-là. Let's land. Tower Delta Lima Lima. Oscar Delta Lima Lima, Baghdad Tower, can you make approach now? Runway is clear for landing. L'hélicoptère Apache n'est plus seul, mais les appareils américains ne peuvent que donner de l'information à l'équipage de l'avion de DHL. It looks like it might be too high again. I'm still looking up at the flare. Come on, buddy. On entendait les autres pilotes parler en même temps. Oh crap. C'était un peu pénible. Oscar Delta Lima Lima. Could you please clear 33 left for us as well? Because I think we don't have flight controls as well. Oscar Delta Lima Lima, runway 33 left is available as well if you need to land there. Okay, keep both runways open for us. No more talking, bye. L'avion de DHL arrivera à l'aéroport sous peu, mais le copilote fera une découverte catastrophique qui forcera son collègue à effectuer une dernière manœuvre spectaculaire. We must land. We are too close. We need a land final. Un missile vient de frapper un avion cargo civil à Bagdad. Les circuits hydrauliques ne fonctionnent plus et l'équipage tente désespérément de regagner l'aéroport. Did you know tank 1 Alpha is empty? L'essence s'écoule rapidement des réservoirs d'essence situés dans l'aile gauche. L'un d'entre eux est vide. Back, back. Yes, got it. We'll ease it round. Left wing coming up. L'appareil parvient à regagner l'aéroport grâce à l'expertise de son équipage. Il va bientôt atterrir. Which runway? We use 33 right, I think. Lima Lima. Lima Lima, go ahead. Could you please declare full emergency? Yes, we need the fire brigade because our landing gears might collapse as well. Oscar Lima Lima, all available assistance is available on the field. Everyone is on full alert. Okay, thank you very much, and no more calls. That guy's got a... He's pretty stressed. Rightfully so. À ce moment, j'ai réalisé que nous étions encore beaucoup trop haut pour pouvoir atterrir. Je croyais la même chose. Nous étions trop haut et trop près de la piste. We must land. We are too close. We need a land final. Steve avait raison. Je crois qu'il nous a sauvé la vie. Steve a raison, mais au début, le capitaine ne veut pas l'entendre. Il ne peut pas atterrir puisqu'il est trop haut et trop près de la piste. S'il atterrit abruptement, l'appareil s'écrasera brutalement sur le tarmac. Éric Jenotte doit rebrousser chemin, parcourir 37 km, puis faire demi-tour avant de pouvoir atterrir à l'aéroport en effectuant une descente graduelle. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Je devais effectuer une descente graduelle. Mais l'aile gauche brûle depuis 13 minutes. Leur reste-t-il suffisamment de temps pour effectuer cette manœuvre? 20 miles final. Okay. He looks like he's still pretty high. You got that sight now? He's still got a long way to go, though. Yeah. It looks like he's turning like an extremely extended final. Yeah. And I don't think I can make it in. Si nous étions restés dans les airs 15 minutes de plus, le bout de l'aile aurait peut-être cédé. Les conséquences auraient été désastreuses. 2 longerons principaux renforcent l'aile. Le missile a causé une fissure de 5 mètres dans le longeron arrière. Celui-ci risque de céder à chaque secousse. Et il existe un autre danger. L'essence s'écoule des réservoirs situés dans l'aile gauche. S'ils se vident, les moteurs cesseront de tourner et l'appareil dégringolera vers le sol. On maîtrisait l'angle et le dégagement horizontal de l'appareil grâce aux 2 moteurs. Si l'un d'eux avait rendu l'âme, les conséquences auraient été catastrophiques. Malgré l'incendie, l'équipage est de plus en plus confiant puisqu'il maîtrise bien l'appareil. Mais il a peu de chances d'atterrir en toute sécurité.
Seul un avion commercial a presque réussi un atterrissage sans circuit hydraulique. En 1989, aux États-Unis, l'équipage de ce DC-10 de United Airlines a perdu toutes les commandes de l'appareil après l'explosion d'un des moteurs. Les aubes de turbine avaient sectionné tous les conduits hydrauliques. L'appareil contenait 296 passagers. Les pilotes avaient repris la maîtrise de l'appareil en actionnant les manettes de poussée, tout comme l'équipage de DHL. Mais à la dernière minute, la catastrophe est survenue à proximité du petit aéroport de Sioux City, en Iowa. « 111 des 296 personnes à bord ont péri. En 4 ans, 2 avions de premier plan se sont écrasés après avoir perdu leur circuit hydraulique. Au total, 631 personnes ont perdu la vie. L'enquête du Conseil national de la sécurité des transports sur l'écrasement à Sioux City a provoqué une étude sur la maîtrise des appareils qui doivent fonctionner sans circuit hydraulique. Pourtant, 14 ans plus tard, dans le ciel de Bagdad, l'équipage de DHL ne peut se fier qu'à son expérience et à son savoir-faire pour atterrir sans dommages. L'équipage est à 28 km de l'aéroport. Il s'approche de l'endroit où il devra faire demi-tour avant d'entreprendre la descente graduelle vers la piste d'atterrissage. 15.2. Now we turn right. Not yet. L'expérience est primordiale. On devait se fier à notre savoir-faire et à nos connaissances. Nous étions certains de regagner l'aéroport. Par contre, nous craignons de ne pas pouvoir atterrir. 16.5. Now we turn. 17 miles. Now we turn. Pour tourner vers la droite, ils doivent faire tourner le moteur gauche et vice-versa. Ils tournent à droite. En exploitant seulement les moteurs, ils parviennent à stabiliser l'appareil tout en entamant leur descente. Airport at 340, come right. Now 320. Speed? 10 knots and stable, keep speed up. Yes, yes. 4,000 feet. 3,500 feet. 3,200 feet. 310 on the heading. Contre toute attente, ils devront maintenir leur vitesse pour atterrir, sinon l'appareil piquera du nez et s'écrasera au sol. Un atterrissage normal s'effectue à 300 km à l'heure. L'Airbus s'approche de la piste à 400 km à l'heure. On ignore si le train d'atterrissage supportera une telle secousse. L'avion cargo du service de messagerie DHL regagne péniblement l'aéroport de Bagdad. Frappé par un missile, l'appareil n'a plus de circuit hydraulique. Aucun pilote n'a jamais réussi à poser un appareil aussi endommagé. À 120 mètres de la piste, l'air chaud du sol et les vents qui soufflent sur leur trajectoire de vol anéantissent leur plan. Le vent venait de la gauche et poussait l'appareil vers l'aérogare. L'avion dérive vers la droite en direction de l'aérogare. L'avion s'approche de la piste d'atterrissage. Il pique dangereusement du nez et son aile gauche s'affaisse graduellement. Come on, buddy. They're carrying too much speed. They could overrun the runway. Keep the speed up. We are going left. Yes, I increase. If we go to Iceland landing, maybe off the runway.
They are landing 3-3 left. Fire trucks on standby, Medivac on standby. I don't think it'd be too wide now. Steady. Steady. J'allais mourir. J'en étais convaincu. You realize it. Come on, buddy. Back. Okay. Oh. It looks like one of his gear collapsed. Yeah, it did. Cross runway! Oh no! Shit, no! He's in the dirt. Dirt, or did he just come off the runway? That's what's left of him. Par miracle, l'Airbus de DHL a atterri sain et sauf. Mais la situation demeure problématique. Nice landing. Wow. Confirm, evacuate. Evacuate. Evacuation. Both. I handle. Pour comble de malheur, après avoir atterri sain et sauf, l'équipage doit faire face à un danger inattendu. She might blow. Hey guys, don't move! That area has unexploded ordnance. Do not move! What's that? He's saying there might be bombs here. I don't believe this. We're coming to get you! L'endroit est couvert de munitions explosives non explosées, un souvenir du combat contre l'armée de Saddam Hussein pour le contrôle de l'aéroport. Now we get to you, we're gonna back up and you gotta follow in our tracks. Now we're gonna get you out of here, but you gotta walk right in my wheel tracks, okay? Keep coming. Keep coming, it's not much further now. Les hommes peuvent enfin voir les dégâts de leurs propres yeux. Les pilotes ont accompli un véritable exploit. Ils ont réussi à atterrir sans circuit hydraulique. Ils n'ont pas été entraînés pour survivre à une telle catastrophe et se sont fiés à leur savoir-faire, ignorant toute la nouvelle technologie en place pour sauver un pilote dans la même situation. En 1989, les scientifiques de la NASA ont entamé des recherches sur le phénomène des atterrissages sans circuit hydraulique. Des ingénieurs et des pilotes ont conçu un logiciel capable de pallier la défaillance des circuits hydrauliques. Il s'agit du PCA, un système qui permet de prendre des commandes du moteur par ordinateur. Le concept est simple. Le pilote indique à l'ordinateur de gestion de vol les diverses manœuvres, grimper, tourner ou effectuer une descente. Plutôt que d'envoyer ces commandes par les circuits hydrauliques, l'ordinateur les achemine directement au moteur. Cet appareil MD-11 met le logiciel à l'épreuve en atterrissant sans circuit hydraulique. Le pilote se fie simplement au gaz du moteur. Il ne touche à aucune manette car l'ordinateur achemine ses ordres au moteur. Malgré l'absence de circuit hydraulique, l'atterrissage du MD-11 est semblable à celui d'un appareil qui fonctionne normalement. Les passagers s'en sortiraient donc indemnes.
L'incident de Bagdad a ravivé l'intérêt envers ce logiciel de la NASA. Il pourrait améliorer les systèmes déjà en place dans les appareils modernes. Avec ce logiciel, l'Airbus de DHL aurait subi beaucoup moins de dégâts. De plus, il permettrait de sauver la vie de centaines de passagers volant à bord des avions commerciaux. Un des plus grands partisans de ce logiciel de la NASA est le capitaine Dennis Fitch, un des pilotes qui a survécu à l'écrasement du DC-10 à Sioux City. C'est un logiciel phénoménal. Les tests démontrent qu'il peut sauver la vie de l'équipage et des passagers. Les appareils modernes se fient entièrement au circuit hydraulique. En cas de panne, ce logiciel peut faire la différence entre la vie et la mort. Comme pilote, je trouve cela très rassurant. L'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, a abandonné rapidement son étude du logiciel. Selon elle, les risques de perdre tous les circuits hydrauliques sont beaucoup trop minces pour justifier le coût d'un tel système informatique. Selon leurs recherches, les catastrophes de ce genre sont si rares qu'un logiciel s'avère inutile. Mais les dirigeants de la FAA n'ont jamais imaginé qu'un missile sol-air frapperait un appareil. L'avion de DHL est le premier appareil civil à être frappé par un missile sol-air en Irak. Mais au cours des dernières années, la menace des terroristes armés de mitrailleuses antiaériennes est devenue bien réelle. Une trentaine d'avions ont été attaqués par des terroristes armés de missiles sol-air avant l'attentat contre l'Airbus de DHL. La menace est bel et bien réelle. Pendant plusieurs mois, les dépôts abandonnés de l'armée irakienne sont restés sans surveillance. Les terroristes se sont donc procuré des armes d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Les dépôts d'armes, je crois qu'il y en a partout. En Irak, il y a des armes partout, il y a des missiles, à mon avis. On craint que ces terroristes se mettent à cibler des avions de passagers un peu partout dans le monde. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis investit présentement plus de 100 millions de dollars pour adapter la technologie antimissile militaire aux besoins des avions civils. C'est inévitable. On devra munir les avions commerciaux de caméras infrarouges et de brouilleurs laser. La caméra infrarouge brouille la tête chercheuse du missile, tandis que l'impulsion du brouilleur laser la brûle. Les compagnies aériennes Singapore et Qantas cherchent à incorporer ces systèmes à bord de leurs appareils. L'avion privé de la reine Élisabeth, celui du président américain et ceux de la flotte du roi de Jordanie sont tous équipés de ces systèmes. Le terrorisme fait partie de notre quotidien et cette situation risque de durer longtemps. On ne peut pas vaincre le terrorisme, mais on peut se protéger et contrôler son ampleur. Si on ne le fait pas, on risque notre avenir. Par miracle, l'équipage du DHL a atterri sain et sauf sans cet équipement sophistiqué. Aucun autre appareil n'a jamais pu atterrir sans dommage après avoir été victime d'une attaque au missile. Suite à l'incident, Mario Rofai a pris sa retraite. C'était le moment idéal pour faire mes adieux au monde de l'aviation. J'y travaillais depuis 30 ans et j'avais un dossier de vol impeccable. La chance nous a souri, mais nous avons également tout fait pour survivre. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie, mais cet incident n'a pas fait de moi un meilleur pilote. Les 3 pilotes ont obtenu les plus grands honneurs de l'aviation civile en reconnaissance de leur exploit.
Notre travail d'équipe nous a permis d'atterrir sains et saufs. Ces hommes travaillent dans une des régions les plus inhospitalières de la planète. Chaque aller-retour met leur vie en danger. Aujourd'hui, leur pire crainte se réalise. Leur hélicoptère plonge dans la mer du Nord glaciale. Ils sont loin de la terre ferme et hors de portée des écrans radars. Personne ne connaît leur position. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie. Quelques secondes vont suffire à décider du sort des passagers. Seuls les morceaux de l'épave pourront expliquer les causes de l'écrasement, car ces hélicoptères ont été conçus pour résister à des conditions atmosphériques extrêmes. Que s'est-il passé? C'est une question qui préoccupera bientôt tous les pilotes d'aéronefs. We are in an emergency. Nous sommes le 19 janvier 1995. Le commandant de bord, Seth Roberts, et son copilote, Lionel Saul, volent pour le compte de Bristow Helicopters, une compagnie établie à Aberdeen. Ils transportent des travailleurs jusqu'aux plateformes de forage pétrolier installées au large des côtes d'Écosse. Bien avant midi, ils ont déjà fait un vol et sont prêts à en faire un second. Leur hélicoptère est le Super Puma Charlie 56. Tandis que les mécaniciens exécutent les procédures de vérification et la reprise de carburant, le copilote lit le journal de bord. Le commandant étudie les bulletins météo révisés à toutes les 2 heures. Oh, weather's okay. Good for January. Voici leur destination. Notre soif de pétrole entraîne les hommes jusqu'aux endroits les plus périlleux de la Terre, ici par exemple. La mer du Nord sépare la Grande-Bretagne du reste de l'Europe. Elle est peu profonde et des vents cruels la fouettent sauvagement en créant des vagues gigantesques. Cette mer est grise, froide et violente. Mais elle contient du pétrole. Des milliers de travailleurs y exploitent des douzaines de plateformes de forage tout en supportant les pires caprices du temps. Durant les années 60, la découverte de ce gisement pétrolifère a galvanisé l'économie britannique. On l'appelle maintenant le pétrole brut de référence Brent. C'est un pétrole léger et peu sulfuré qui se transforme très facilement en essence. Son prix est devenu le point de référence des marchés internationaux du pétrole. Le Brent a également fait d'Aberdeen, la ville voisine des installations de forage pétrolier, un endroit très prospère et la nouvelle capitale européenne du pétrole. Toutes les sociétés pétrolières importantes y ont ouvert des bureaux. Tout y est maintenant axé sur le transport de l'or noir vers les marchés. Chaque année, Aberdeen voit 2 millions de travailleurs faire la navette entre les plateformes et la côte. Mais les Super Pumas sont les bêtes de somme de l'industrie pétrolière. Plus d'hélicoptères survolent la mer du Nord que n'importe quel autre coin du monde. Et l'horaire des vols y est plus chargé que n'importe où ailleurs. Aujourd'hui, les passagers en route vers les plateformes pétrolières sont rassemblés dans la salle d'embarquement de l'héliport. Ils travaillent tous pour une entreprise texane, la Marathon Oil.
La mer du Nord a été divisée en nombreux champs de pétrole et les grosses compagnies pétrolières ont acheté au gouvernement de la Grande-Bretagne et de la Norvège des licences leur permettant d'y effectuer des forages. Les licences de la Marathon Oil lui permettent d'exploiter 3 plateformes dans le champ Bray, appelées East, Bravo et Alpha. Les plateformes de la mer du Nord sont de véritables cités où on ne dort jamais. Elles se dressent sur d'énormes pattes de métal ou de béton qui peuvent mesurer plus de 100 mètres de hauteur. Sous chacune d'elles, des conduites serpentent en direction d'une trentaine de puits. Quelques-unes descendent tout droit, d'autres s'éloignent en angle sur une distance qui peut atteindre les 8 km. La même plateforme peut extraire simultanément du pétrole et du gaz naturel. Le travail des foreurs est dur, salissant et dangereux. Durant leur quart de 12 heures, ils manient de lourds équipements, souvent à des hauteurs vertigineuses ou des profondeurs inquiétantes. Le roulement de la main-d'œuvre est très élevé et la présence constante de combustible instable augmente encore la dangerosité du métier. Mayday. Explosion and fire on the Piper platform. All personnel abandoned. En 88, un des pires désastres de la Grande-Bretagne a eu lieu dans les champs pétrolifères de la mer du Nord, lorsque le gaz naturel recueilli par la plateforme Piper Alpha de la société Occidental Petroleum a explosé et mis le feu au pétrole. « 167 hommes ont péri ce jour-là. » Pourtant, de tels désastres ne découragent pas les travailleurs. En ce mois de janvier, les hommes de la Marathon Oil se préparent à partir. Les 16 foreurs vont passer 2 semaines sur la plateforme Alpha, suivies de 2 semaines de repos dans leur foyer. Leur façon de se rendre au travail sort peut-être de l'ordinaire, mais ils en ont l'habitude, même si ce moyen de transport présente des exigences particulières. On ne leur permet pas de monter à bord d'un hélicoptère avant d'avoir complété un cours de survie. Car s'ils ne savent pas comment sortir d'un hélicoptère submergé ou d'une plateforme engloutie, ils le paieront de leur vie. Ils doivent aussi connaître les dures réalités de la survie en mer du Nord. La réponse naturelle d'un humain soudainement immergé dans l'eau froide est de souffler et d'aspirer ainsi une eau glaciale qui contracte sa trachée et l'empêche de respirer. Les victimes meurent suffoquées. Avant chaque vol, les foreurs doivent regarder cette vidéo. Comment réagir en cas d'urgence durant le vol? Ils l'ont tous déjà vu 1000 fois. In an emergency, if time does not permit, just tighten your lap strap and brace for impact. To exit through the windows, pull the red tab to completely remove the rubber seal and push the window out. Les passagers attachent la combinaison de survie de Gore-Tex qui devrait leur fournir un minimum de protection s'ils se retrouvent dans l'eau. Les combinaisons sont de couleur vive afin d'attirer l'attention des secouristes en cas d'écrasement de leur hélicoptère. La plateforme Bray Alpha est à environ 200 km de distance et le vol doit durer 75 minutes. Leur trajectoire les conduit d'abord au nord-est, le long du HMR, le couloir de vol réservé aux hélicoptères. Au bout de 160 km, ils atteindront une zone qu'on appelle la porte. C'est là que les hélicoptères se séparent pour se rendre aux différentes plateformes pétrolières. Bray Alpha se trouve à 41 km de la porte. Pendant une bonne partie du vol, les opérateurs radars du contrôle de la circulation aérienne d'Aberdeen ne pourront pas les pister. Au-dessus de la mer du Nord, nous perdons la couverture radar à basse altitude parce que notre planète est ronde. Un hélicoptère qui se dirige vers une plateforme suit essentiellement la courbure de la Terre. Mais le radar balaie le ciel en ligne droite et lorsque ces ondes se propagent de plus en plus loin, un écart se crée entre la surface de la Terre et les ondes radars. Un hélico volant à environ 610 mètres d'altitude disparaîtra dans l'écart à environ 128 km d'Aberdeen.
C'est la position actuelle de Charlie 56. Il est à mi-chemin des plateformes pétrolières et hors de portée des radars du contrôle de la circulation aérienne. Les images du radar météorologique inquiètent les pilotes. Les bulletins météo avaient annoncé un ciel clair qui semble manquer à l'appel. Que penses-tu de ce nuage? Pas très épais. Regarde, on voit une formation de cumulus. Elle n'est pas très grosse, moins de 100 mètres de large. Ouais, mais elle s'éteint. Les cumulus sont des nuages blancs et cotonneux comme des boules d'ouate. Ils sont très attrayants et généralement sans danger. Les formations durent de 5 à 40 minutes, mais les pilotes d'hélicoptères préfèrent voler au-dessus car l'espace situé à l'intérieur et en dessous des cumulus est sujet aux turbulences. Grimpons au-dessus de la formation, 1500 mètres. D'accord. Il y en a toute une formation. Elle suit le même trajet que nous. Ça ne donne rien. Descendons à 915 mètres. D'accord. Pour le moment, le temps est favorable, mais il risque de changer rapidement au-dessus de la mer du Nord. Dans cette région de l'Europe, les vents chauds de l'Atlantique croisent les rafales glaciales de l'Arctique et de la Sibérie. La vapeur d'eau chaude se condense en nuages, des vents forts se mettent à souffler et les nuages se frottent et se chargent d'électricité, prêts à fendre le ciel d'éclairs menaçants. Une journée paisible peut ainsi céder la place à une violente tempête. 1 heure après son décollage, Charlie 56 s'approche de la porte, l'endroit où les hélicoptères commencent leur descente vers les différentes plateformes. Mais Charlie 56 est encore à 41 km de sa destination et le temps se gâte. Bray traffic, 56 Charlie, 120 miles on the 056 HMR. Les pilotes entrent en contact avec le centre de contrôle aérien de Bray, installé sur une des plateformes. Le centre coordonne les allées et venues des hélicoptères, mais ses écrans radars sont tout aussi inefficaces. Et ce sont les pilotes qui donnent la position de leur hélico. Would you take the flight watch? Roger, 56 Charlie, I have your flight watch. Aberdeen information, Bristow's 56 Charlie at 120 miles. Leaving 3,000 feet, Bray has the flight watch. Roger, 56 Charlie, continue with Bray traffic. C'est le dernier message de Charlie 56 à Aberdeen. Soudainement, le temps se métamorphose et les inoffensifs nuages d'ouate cèdent la place à de dangereux cumulonimbus qui bloquent la route. Le cumulonimbus est le patriarche des nuages. Sa base se situe à une altitude d'environ 300 mètres et il peut s'étendre jusqu'à 9000 mètres de hauteur. Les cumulonimbus se dressent à l'horizon comme de gigantesques montagnes blanches. On ne peut pas grimper au-dessus et en dessous, le ciel est sombre et menaçant. Les pilotes les fuient comme la peste. À l'intérieur d'un cumulonimbus, on va trouver de fortes turbulences, du givrage, sans oublier la pluie torrentielle et bien sûr la foudre. Il est franchement déconseillé d'y piloter un hélicoptère. La foudre représente l'une des forces les plus destructrices de la nature. Elle frappe la Terre 100 fois par seconde en déchargeant l'équivalent d'1 milliard de volts. Pourtant, elle menace rarement la vie des voyageurs. En moyenne, les avions civils sont frappés 1 fois par an. Mais leur corps est généralement fait d'aluminium, un bon conducteur d'électricité. Les éclairs de la foudre courent sans danger le long du fuselage et repartent par la queue de l'avion. Les hélicoptères ne sont pas différents. Il y a tellement de Super Puma survolant la mer du Nord qu'ils sont frappés en moyenne 9 fois par année sans subir de dommages. Tandis qu'il amorce sa descente, Charlie 56 s'engage dans la file de nuages qui bloque sa route. Il y a des nuages par là. Pas de problème, l'écran est encore vert. Traverse-les. Un écran radar vert indique de la pluie, mais en quantité trop limitée pour inquiéter les pilotes. Le pilote regarde un moniteur qui ressemble à un écran de télé. Ce moniteur présente une carte sur laquelle apparaît une série de couleurs. S'il ne pleut pas, l'écran est vide. S'il pleut abondamment, il est couvert de carrés rouges qui permettent de visualiser l'intensité et la position des précipitations. Autour de l'hélicoptère, le temps est exécrable.
D'où vient cette grêle? De la prise d'air. On dirait des billes de polystyrène. C'est très dense. Comment le moteur peut-il encore tourner? Il ne doit plus y avoir d'air dehors. Et la situation se complique. Le détecteur de givrage s'est emballé. Il doit y avoir un grêlon dans la sonde. L'hélicoptère est équipé d'un détecteur de givrage, une sonde fixée au fuselage pour signaler la présence de glace sur les pales de l'hélico. Les deux hommes croient qu'un morceau de glace est coincé dans la sonde et que ces indications sont donc erronées. Puis, c'est la catastrophe. Bloody hell. What was that? Lightning, I saw it. Oh, this is bad. There's something very, very wrong with this. We'll have to go down, I'm afraid. L'hélicoptère est gravement endommagé. Tout son fuselage est secoué de tremblements et de vibrations. Le premier réflexe de l'équipage est de passer à une altitude plus basse au cas où le pire arriverait, une chute catastrophique vers la mer. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie, lightning strike, severe vibration. Mayday, Mayday. À 40 km de là, un deuxième Super Puma se prépare à quitter une autre plateforme pétrolière. Le commandant de bord, Brian Backhouse, embarque des passagers à bord de Bravo 56 avant de s'envoler vers Aberdeen. That's everyone. All set. Soudain, l'officier de chargement entend l'appel au secours de Lionel Saul. Mayday, Mayday, 5-6 Charlie, lightning strike. Hear that, Mayday, 56 Charlie! Gentlemen, my apologies, but we have to disembark you. We have an airborne emergency on a sister aircraft. Le commandant Backhouse débarque ses passagers pour voler au secours de ses collègues. Entre-temps, un vent de force 10 se développe progressivement. Sa vitesse atteint déjà les 100 km/h et la mer s'emporte. Même si les pilotes de Charlie 56 contrôlent encore leur hélico, leurs chances d'atteindre la plateforme pétrolière sont minces. Le Grampian Freedom est un navire de réserve qui doit permettre aux foreurs d'évacuer les plateformes en cas de danger. Son capitaine, John McInnes, entend l'appel de détresse de l'hélicoptère. Nous avons poussé les moteurs à fond. Tout l'équipage a été prévenu et s'est préparé à monter les survivants à bord du navire. Sur la plateforme Bravo, le vol de routine de Brian Backhouse s'est transformé en mission de sauvetage. Le pilote a décidé de retrouver l'hélico endommagé et de l'escorter hors de la zone de danger. Si Charlie 56 plonge dans la mer, il guidera les navires de sauvetage jusqu'au lieu du naufrage. Mais il ne connaît pas sa position exacte. Let's go to the gate and proceed from there. Il va commencer ses recherches à la porte. Le Grampian Freedom n'est pas plus avancé. Il reçoit des messages contradictoires sur la position de Charlie 56. À bord de l'hélico endommagé, le commandant de bord renseigne ses passagers. Gentlemen, you are obviously aware of the severe vibration. We've had a lightning strike, so please pull up your hoods, zip up your suits and prepare for a possible ditching. Après d'innombrables heures d'entraînement, tous les passagers devraient être prêts à affronter une situation d'urgence. Mais combien d'entre eux se souviendront des directives? 1,200 feet, we're still flying. Let's try to make it a Bray Alpha and land there. Ils volent lentement vers la plateforme Bray Alpha à 11 km de distance. 3 minutes se sont écoulées depuis l'explosion, mais la situation ne semble pas s'aggraver. I'll just try a few small inputs, make sure everything's working. Yes, we've got control in pitch. We've got control in roll. And we've got control in yaw. Tail rotor! L'hélicoptère se met à tournoyer, prouvant que le rotor de queue a subi des dommages. Pour arrêter la vrille, les pilotes n'ont pas le choix. Ils doivent arrêter l'effet de couple du rotor principal. Power off! Engines off! Sans moteur, tout espoir est perdu. L'hélicoptère et ses occupants vont plonger dans l'eau glaciale et tumultueuse de la mer du Nord.
L'hélicoptère Charlie 56 a été frappé par la foudre. Hors de contrôle, il chute de 10 mètres par seconde, le rotor principal lui servant en quelque sorte de parachute. Car seul le vent le fait maintenant tournoyer. Mayday, mayday. Tail rotor failure, ditching. Brace for emergency landing. Leur chute est si rapide qu'ils ont environ 40 secondes avant de plonger dans la mer du Nord. Les pilotes de Bravo 56 poursuivent leurs recherches, mais ils n'arrivent pas à retrouver Charlie 56, que ce soit dans les airs ou flottant sur l'océan. Puis, ils entendent un autre appel de détresse. Mayday, mayday. Tail rotor failure, ditching. Mayday, mayday, mayday. Relaying for 5-6 Charlie. We have a suspected tail rotor failure. He is ditching. Le commandant Backhouse sait que son Bravo 56 est le plus proche de l'hélico en péril. Le sort de l'équipage et des passagers dépend de lui. Mais il n'a pas l'équipement qui lui permettrait de localiser l'appel de détresse de Charlie 56 après son amérissage. Il ne peut que scruter de longs kilomètres de mer sombre. À bord du Grampian Freedom, la confusion règne. On a encore envoyé l'équipage dans la mauvaise direction. Le capitaine McInnes décide d'ignorer les directives et de se fier à son intuition pour retrouver l'hélicoptère endommagé. Floats, floats, I can't find the floats! I got it. Just keep it at trim angle. Right. Les deux pilotes de Charlie 56 vont tenter d'exécuter une manœuvre extrêmement difficile, un amérissage forcé au milieu d'une mer démontée. En théorie, les flotteurs fixés sous l'hélicoptère doivent l'empêcher de couler. Mais s'ils sont déployés avant l'arrivée au point d'amérissage, l'appareil pourrait perdre sa stabilité précaire et basculer. S'ils sont déployés trop tard, ils n'auront pas le temps de se gonfler complètement et au lieu de chevaucher les vagues, l'hélico s'enfoncera dans les flots. Il n'y a aucune marge d'erreur. Leur synchronisme est parfait. We're down. Seems quite stable. Ils ont améri sans difficulté, mais ne savent pas s'ils pourront rester à flot. La partie supérieure de l'hélico est très lourde et il pourrait chavirer et couler d'un instant à l'autre. Let's get out of here! Do the door! Ils doivent sortir les canaux pneumatiques, les gonfler et s'y entasser rapidement. Si l'hélicoptère chavire, ils resteront prisonniers à l'intérieur. Lift that end! On the rope! You go back and help with the evacuation. I'm going to shut things down here. Right. I'm going to try one last mayday call. Mais l'évacuation n'est pas facile. Des coups de vent rabattent le canot pneumatique contre l'appareil et les hommes ne peuvent pas embarquer. Can't get this one down. Can we go on the other side? It's better we all stay together anyway. Off you go! Go on! Go on! Go! Go! Mayday, mayday. 5-6 Charlie. We are on the water, floating, manning the dinghies. Make room! Make room! Get set! Make room! Avec ses 18 passagers, le canot est dangereusement surchargé. La capacité maximale d'un dinghy est de 14 personnes. Les rescapés ont déjà les pieds dans l'eau et la mer monte. Pour la première fois, les pilotes contemplent la cause du désastre. L'assemblage et la boîte de transmission du rotor de queue ont été arrachés. Ils pendent sur un côté de l'appareil, rattachés par quelques tuyaux. Bien que personne ne s'en soit rendu compte, dans leur hâte, les pilotes ont oublié la balise de détresse de l'hélicoptère qui leur aurait permis d'envoyer un signal aux équipes de sauvetage. Cet oubli pourrait bien leur coûter la vie. Deux cordages relient le canot pneumatique à l'épave de Charlie 56. Ils doivent l'empêcher de partir à la dérive. Mais ils pourraient l'envoyer par le fond si l'hélico coulait à pic. Un des passagers a un couteau. Shall I cut the line? No, not yet. We have a better chance of being spotted if we're close to the helicopter. La situation s'aggrave. Les passagers tentent de relever le toit du dinghy pour se protéger, mais il est coincé. Sans lui, ils sont à la merci des vagues. L'hélicoptère n'est plus un refuge sûr. Il menace maintenant leur survie. Après avoir été éjectées, les portes de l'hélico auraient dû glisser dans l'eau et couler à pic. Mais elles flottent encore à la surface. Et en se détachant de son montant, l'une d'elles est devenue coupante comme un rasoir. Elle se dirige droit vers eux.
La porte flottante a réussi à crever le canot. Come on, Bill! Bill, with everything you got, we're gonna sink! No, don't worry about it. We're not gonna sink. One wave and we're under! Les pilotes tentent de soutenir le moral des passagers. There are other helicopters and ships out there! They know we're down! They heard our mayday! Le canot surchargé flotte péniblement. Les hommes ont déjà de l'eau jusqu'à la taille. Et des vagues violentes les poussent maintenant sur les bords coupants des pales de l'hélicoptère. We need to get some distance! We'll have to cut the line! 2 filins de sécurité relient encore le canot à l'hélicoptère. L'un est court, l'autre long. Ils vont couper le plus court pour s'éloigner des pales meurtrières. The long line's been cut! It's been shredded! Le filin le plus long est déjà sectionné. Personne ne s'en doutait. You'll have to cut the short one! Le filin court est maintenant leur seul lien avec l'hélicoptère. S'ils le coupent, ils partiront à la dérive et le fragile canot rempli de survivants sera à la merci de la mer glaciale. Mais s'ils le laissent intact, les bords coupants des pales pourraient déchiqueter leur dinghy et les envoyer au fond de l'océan. « 18 hommes se sont entassés à bord d'un canot pneumatique après l'amérissage forcé de leur hélicoptère dans la mer du Nord. Le canot est surchargé et il a été crevé par le bord coupant d'une des portes de l'appareil. Sa flottabilité est compromise. Les survivants doivent s'éloigner de l'hélico. Le copilote Lionel Saul prend une grave décision et coupe le filin qui les relie encore à l'épave. Ils commencent à dériver dans la tempête. La température ambiante est de moins 17 degrés Celsius. Les conditions sont mortelles et la plupart des combinaisons de survie prennent l'eau. Dans l'eau, un être humain souffre d'hypothermie dès que les températures combinées de l'air et de l'eau atteignent la marque de moins 50 degrés Celsius. Mais en hiver, dans la mer du Nord, cela risque d'arriver beaucoup plus rapidement. Les fonctions cérébrales et musculaires seront atteintes en premier. Puis, leur température centrale chutera. Les hommes perdront conscience et ils mourront. Un sauvetage tiendrait du miracle. Personne ne sait où ils sont. Ils représentent un minuscule point perdu au milieu d'une vaste mer déchaînée. Quiet! Quiet! I hear something! There's a helicopter! Les hommes sont désespérés. C'est peut-être leur seule chance de survie. Quickly! Pass me those flares! The flares! In the pocket behind you! Come on! Spot a flare, you fly bastard! Here! Here it is! We're over here! Mais il est trop tard. L'hélicoptère les survole sans les voir. Les hommes sont sidérés. Leur dernier espoir s'est envolé. À bord de Bravo 56, le commandant Brian Backhouse ne voit que la mer turbulente. Mais soudain, son copilote aperçoit quelque chose. Contact. Right. 2 o'clock. Okay, Roger, let's investigate. Target. Contact. Target confirmed. 56 Charlie. Stand by for position report. Comme un ange gardien, Bravo 56 tourne au-dessus des survivants pendant plus d'1 heure, guidant les navires et aéronefs de sauvetage vers ce minuscule canot perdu au milieu de l'océan. Le premier arrivé est le Grampian Freedom. L'intuition de John McInnes l'a bien servi. À 2 kilomètres du canot, le navire lance son embarcation rapide de sauvetage qui se dirige à toute vitesse vers les naufragés. 3 secouristes sont à bord, mais la houle les empêche de voir le canot. Leurs cours de survie les ont aidés à rester en vie, mais ils ne leur seront plus d'aucune utilité. Ils ignorent comment passer de leur petit dinghy à cet immense navire dans une mer aussi agitée. On a atteint le navire de réserve et en voyant son énorme coque d'acier, on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à monter à bord.
Mais les équipages sont bien entraînés. Ils surveillent les mouvements de la houle et ils savent exactement quand ils peuvent faire passer un passager sur le pont du navire. Ils ont fait un superbe travail dans notre cas. 14 survivants montent à bord du Grampian Freedom. Mais les 4 derniers sont hissés sur un autre navire. Ils sont tous gelés et commotionnés, mais indemnes. Contre toute attente, Seth Roberts et Lionel Saul ont réussi à sauver leurs passagers. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais sûr qu'on allait tous y rester. Tout a changé en un instant ce jour-là. Au départ, tout allait bien, puis je me suis retrouvé en plein désastre. Je n'avais jamais vécu de situation aussi dangereuse dans les airs. Et j'avais vraiment l'impression que personne n'allait survivre. Mais le lendemain de l'accident, leur version des faits est remise en question. La foudre ne devrait pas endommager les puissants hélicoptères affectés à la mer du Nord. C'est la première fois que j'entends dire qu'un coup de foudre a eu de telles conséquences. Les experts doutent des explications des pilotes. Dans le passé, aucun hélicoptère foudroyé n'a jamais plongé dans la mer du Nord. Ils soupçonnent une défaillance mécanique ou même une erreur de jugement qui aurait poussé les pilotes à traverser les dangereux cumulonimbus. La seule preuve de la bonne foi des pilotes repose au fond de la mer parmi les débris de Charlie 56. En Grande-Bretagne, les agents du bureau d'enquête sur les accidents aériens se mettent au travail. Voici le navire qu'ils vont utiliser pour mener leur enquête. Le Stay-Dive ressemble peut-être à une plateforme, mais il s'agit d'un navire qu'on utilise généralement pour effectuer les travaux d'entretien des plateformes pétrolières. Il possède 9 engins puissants qui lui permettent de rester stable dans n'importe quelle condition. Il transporte également de minuscules sous-marins destinés à l'exploration sous l'eau. Le lendemain de l'accident, on l'envoie en mer. Sa mission est de retrouver, puis de remonter l'hélicoptère échoué au fond de l'océan. L'enquête s'amorce bien. En moins d'une journée, les télécaméras des 2 sous-marins du Stay-Dive retrouvent les débris de Charlie 56 sur le fond marin. Mais sa remontée est plus problématique. Les hommes d'équipage travaillent une partie de la nuit. Ils finissent par remonter plusieurs morceaux de l'hélico, mais l'élément de preuve essentiel, le rotor de queue, n'a pas encore été récupéré. Ed Trimble est le responsable assigné par le bureau d'enquête sur les accidents aériens. Ce qui nous a donné le plus de mal, c'est l'assemblage du rotor de queue. Sans lui, notre enquête n'aurait sûrement pas abouti. On savait déjà qu'il pendait le long du pylône durant l'amérissage forcé et qu'il avait dû tomber quelque part entre le point de chute de l'hélico et l'endroit où on a retrouvé la majeure partie de l'épave. Le Stay-Dive a très peu de chances de retrouver la pièce manquante et chaque journée de recherche coûte la jolie somme de 40 000 $. Ed Trimble décide d'appeler son patron. Il était sceptique. Il m'a demandé quelles étaient nos chances de retrouver le rotor de queue. Je suis un homme très optimiste. J'ai donc affirmé, je dirais 80%. Il m'a répondu qu'à son avis, nous avions à peine 10% de chances d'arracher l'assemblage du rotor de queue des griffes de la mer du Nord. Ed Trimble passe la nuit à surveiller les moniteurs de caméras sous-marines. Je ne voulais pas risquer de rater la moindre pièce de l'épave. Et surtout pas si elle appartenait à l'assemblage du rotor de queue. Vers 8 heures, je me suis rendu à la coquerie pour m'y verser un café. J'étais parti depuis 7 ou 8 minutes à peine quand j'ai entendu les cris excités de mes collègues. En arrivant, j'ai vu l'assemblage du rotor de queue au complet sur l'écran. Et du premier coup d'œil, j'ai remarqué qu'une des pales du rotor avait certainement été frappée par la foudre. Le rapport des pilotes était exact, puisque les caméras sous-marines filment des marques de brûlure caractéristiques sur la pale du rotor de queue. L'examen des débris déposés sur le pont révèle que 2 des pales du rotor principal ont également été frappées par la foudre.
De toute évidence, le rotor de queue a subi les pires dommages, mais la foudre n'a jamais causé l'amérissage forcé d'un hélico dans la mer du Nord auparavant. En quoi la situation de Charlie 56 était-elle différente des autres? Ed Trimble charge le spécialiste de la foudre, John Hardwick, de découvrir la cause de l'accident de Charlie 56. On a décidé de tester les pales de rotor de queue d'un autre Super Puma en les soumettant aux différents niveaux d'énergie d'une série de foudroiements simulés. L'objectif du centre de simulation des foudroiements de Cullum était de reproduire les dommages causés à l'hélicoptère afin qu'on puisse identifier le niveau d'énergie associé à cet incident. L'administration de l'aviation civile britannique, ou CAA, refuse d'accepter les tests comme éléments de preuve, mais Ed Trimble les a filmés en présence des fabricants du Super Puma. John Hardwick simule une série de foudroiements jusqu'à ce qu'il parvienne à reproduire les dommages causés à la pale du rotor. Il lui faut appliquer plus de 3 fois le maximum permis par la réglementation en vigueur pour obtenir le même genre de dommages. Cela correspond à un coup de foudre 3 fois plus puissant qu'on ne le croyait possible. Pendant un très court instant, 8 microsecondes, la foudre a déchargé une énergie équivalente à l'énergie électrique totale consommée dans l'ensemble des États-Unis, soit 30 milliards de watts. Et ce gigantesque coup de foudre a jailli au-dessus de la mer du Nord dans un ciel survolé par des centaines de milliers de foreurs chaque année. Nos hélicoptères respectent des normes extrêmement rigoureuses. Ils sont soumis aux mêmes critères que les avions de ligne affectés au vol transatlantique. On n'avait donc aucune raison de croire que la foudre pouvait gravement endommager notre appareil. Un éclair banal n'y serait sans doute pas arrivé, mais celui-là était exceptionnel. Un coup de foudre génère une énorme impulsion d'énergie. On peut détecter ces impulsions grâce aux transmetteurs et aux récepteurs dispersés dans toute l'Europe. L'information est calibrée au niveau local et lorsque la position a été triangulée, on la communique au Centre de météorologie de Londres. En étudiant les données, les scientifiques sont étonnés et ils en arrivent aux conclusions suivantes. À l'intérieur des nuages d'orage ou cumulonimbus, de minuscules cristaux de glace sont balayés par les courants venteux. Dans la partie supérieure du nuage, où il fait beaucoup plus froid, ils se combinent à d'autres cristaux pour former des grêlons. Plus lourds, ceux-ci retombent vers le sol. Mais en cours de route, ils frappent les cristaux de glace montants et génèrent un frottement. Ces cristaux deviennent donc électrisés. Lorsqu'un hélicoptère pénètre dans un nuage, les bouts effilés de ses pales tournoyantes balaient les cristaux, accentuant le frottement et augmentant par le fait même la charge électrique jusqu'à ce qu'elle soit déchargée dans un éclair aveuglant. Selon les données, l'éclair qui a frappé Charlie 56 a été le seul à s'être formé au-dessus de la mer du Nord ce jour-là, et il a sûrement été causé par l'hélicoptère. Pourtant, les dommages étaient presque entièrement restreints au rotor de queue. Un vice de fabrication aurait-il pu le rendre plus vulnérable aux éléments? Bientôt, Ed Trimble va faire une découverte remarquable. Lorsque l'administration de l'aviation civile a certifié la sécurité du Super Puma, ses représentants ont commis une grave erreur qui a peut-être provoqué l'amérissage forcé de Charlie 56. Les enquêteurs de la sécurité aérienne étudient l'épave d'un hélicoptère après son amérissage forcé dans la mer du Nord. En l'examinant, ils découvrent un fait inattendu. Durant les années 70, l'administration de l'aviation civile britannique avait établi des normes de sécurité contre la foudre. Mais à l'époque, les pales de rotor étaient typiquement faites de fibres de verre. Au cours des années 80, les fabricants d'avions ont commencé à utiliser de nouveaux matériaux composites plus légers et plus forts, comme la fibre de carbone. Dans la fabrication des pales de rotor, plus particulièrement, ils ont vite délaissé la fibre de verre au profit de la fibre de carbone. On a tenu pour acquis que les nouvelles normes s'appliqueraient aussi bien aux nouvelles pales. Dans l'industrie, on considère de telles suppositions comme étant extrêmement dangereuses.
La preuve, c'est que ces pales composites ont provoqué l'accident de Charlie 56. Une pale composite est faite de fibres de carbone, mais on y colle une bande anti-érosion métallique pour en protéger le bord. Voilà l'origine de la catastrophe. Le carbone est un conducteur d'électricité, mais il est 1000 fois pire que l'aluminium parce qu'il génère 1000 fois plus de chaleur. La pale devient brûlante et lorsqu'un courant électrique rejoint la bande métallique qui la borde, il provoque une décharge électrostatique assortie d'une flambée d'étincelles qui continue jusqu'à ce qu'une partie de la bande anti-érosion explose. Dans le cas de Charlie 56, moins de 100 grammes de bande anti-érosion se sont envolés, mais il n'en fallait pas plus. Sans ce poids, le rotor de queue a été déséquilibré. Ce déséquilibre a causé la forte vibration ressentie à bord de l'hélico juste après son foudroiement. 3 minutes plus tard, lorsque Lionel Saul a testé les commandes de l'appareil, les pales déséquilibrées ont exercé une énorme pression sur le rotor de queue. Les boulons qui les retenaient en place ont sauté brusquement. On a tout de suite compris qu'on avait perdu le rotor de queue. Il nous restait quelques secondes à peine pour exécuter la bonne manœuvre si on voulait vivre un peu plus longtemps. On a réussi à mettre le nez de l'appareil contre le vent. La mer était assez tumultueuse, mais à environ 30 mètres d'altitude, j'ai ramené le manche à balai pour amorcer l'arrondi et ralentir notre descente. On a eu de la chance parce qu'une très bonne vague s'est présentée et tandis que je stabilisais l'hélico, elle s'est levée. J'ai laissé aller Charlie sur elle et on s'est posé en douceur. C'était un de mes meilleurs amérissages, mais à ce moment-là, c'est surtout la chance qui nous a sauvés. La situation était critique, mais elle aurait pu être bien pire. Les 2 tuyaux hydrauliques qui reliaient l'assemblage du rotor de queue à l'hélicoptère ne se sont pas brisés. Sans le poids de l'assemblage, l'appareil aurait sûrement basculé juste avant de plonger au fond de l'océan. Si l'assemblage et la boîte de transmission du rotor de queue s'étaient séparés de l'hélicoptère, les 18 hommes auraient péri. L'appareil aurait été projeté en avant et il se serait abîmé dans la mer du Nord. Les enquêteurs ont réussi à expliquer la chute de Charlie 56, mais ils ont découvert un problème encore plus grave qui met la vie de tous les passagers aériens en danger. L'enquête a dévoilé qu'une faiblesse des nouvelles pales de fibres de carbone les rendait vulnérables aux orages. Les enquêteurs craignent maintenant que des faiblesses similaires ne causent d'autres accidents d'hélicoptères, sans compter ceux qui pourraient toucher les avions construits avec les nouveaux matériaux composites. De plus en plus, on utilise la fibre de carbone plutôt que l'aluminium. Le plus gros avion de ligne du monde, l'Airbus A380, contient 20 de fibres de carbone. Son rival de la compagnie Boeing, le Dreamliner, en contiendra environ 50 Qu'arrivera-t-il si ces nouveaux avions sont frappés par d'énormes coups de foudre? Cette possibilité inquiète sérieusement les experts depuis l'accident du Super Puma. Mais leurs conclusions ont été écartées. L'administration de l'aviation civile britannique a refusé d'exiger de meilleures normes de protection contre la foudre et a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'une telle décharge d'énergie avait pu avoir lieu au-dessus de la mer du Nord. Ils ont mal réagi. En fait, ils semblaient très peu disposés à accepter nos preuves. Si les enquêteurs de la sécurité aérienne britannique ont raison, les voyageurs ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Ils risquent d'affronter des coups de foudre bien plus violents qu'on ne l'aurait cru possible à bord d'aéronefs faits de matériaux trop fragiles pour leur résister. Mais le Super Puma a appris sa leçon. Ses pales de rotor ont été consolidées et ses pilotes ont reçu la consigne d'éviter les nuages d'orage coûte que coûte. Malgré tout, les hommes qui se rendent au travail à bord de ces appareils en acceptent les risques. Je crois avoir eu beaucoup de chance le matin de l'accident. Ça aurait pu très mal tourner. Mais nous avons tous survécu. Nous avons pu rentrer chez nous. Avant ce jour-là, je me disais que rien de tel ne m'arriverait jamais. Maintenant, quand je vole à bord d'un hélico, surtout l'hiver, quand il risque d'être ballotté par le vent, je me dis, ça ne peut pas encore m'arriver. Mais on a tous le choix d'arrêter ou de continuer.
Et je suis encore là, 25 ans plus tard, à gagner ma vie. L'amérissage forcé de Charlie 56 était un accident affolant qui aurait pu tourner au drame. Durant l'hiver de 95, l'habileté du commandant Seth Roberts et celle de son copilote Lionel Saul ont sauvé les vies de leurs 16 passagers. En récompense, Seth Roberts et Lionel Saul ont reçu une plaque commémorative. La Guilde des pilotes d'aéronefs et navigateurs a voulu souligner leur habileté et leur bravoure lors de l'amérissage forcé. Même si plusieurs organisations nous ont donné des prix après l'accident, une récompense m'a touché plus que toutes les autres. Elle m'a été donnée par la fille d'un de mes passagers. C'est une carte qui dit « Cher commandant Roberts, je ne peux pas vous remercier assez d'avoir sauvé la vie de mon père. Cela a dû être très difficile de rester calme pendant la chute. Si vous n'aviez pas réussi à contrôler cet hélicoptère, mon père ne serait plus avec nous. Je vous remercie du fond du cœur. »